Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale,
émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique orientale, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvue d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste. Et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsen, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsen. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsen. Mais en réalité,
les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de sarcène, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de sarcène pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de sarcène la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de sarcène forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de sarcène, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de sarcène que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de sarcène ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de sarcène se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de sarcène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de sarcène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de sarcène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace,
suggèrent que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacées au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. C'est étrange quand on y pense. Il y a de vieux monuments romains qui ont duré des milliers d'années, tandis que nos bâtiments modernes ont tendance à tomber très vite en ruine. Comment les Romains ont-ils réussi à créer des structures aussi solides, nombre d'entre elles avec une conception tout aussi complexe? Des recherches récentes ont montré que les Romains utilisaient un type de mortier qui dispose d'une mesure supplémentaire de protection contre les éléments. Il peut même se réparer de lui-même lorsqu'il est mouillé. Cette découverte explique non seulement pourquoi ces bâtiments sont durés des milliers d'années, mais elle pourrait aussi nous aider à fabriquer un ciment plus résistant de manière plus naturelle. Une étude récente montre que les Romains utilisaient des cendres volcaniques dans leur mélange de mortier pour le rendre plus solide, surtout lorsqu'il était proche de l'océan où l'air est plus humide et peut naturellement causer plus de dommages. De nos jours, nous fabriquons du béton à partir de sable, de roches, d'eau et d'un type spécial de ciment appelé le ciment Portland. Ce dernier est fabriqué en cuisant du calcaire, de l'argile et d'autres substances dans des fours extrêmement chauds qui atteignent plus de 70 degrés. Certes, cela crée un mélange bien homogène, mais il se fissure facilement et parfois il ne subsistait que quelques décennies. Cet incroyable béton romain présente une autre caractéristique intéressante. Il contient de petits morceaux blancs de calcaire, appelés clastes de chaux, qui demeurent à l'intérieur du béton et ne disparaissent pas avec le temps. Au début, cela peut ne pas sembler très attrayant, car il n'est pas aussi lisse que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Et pendant de nombreuses décennies, les spécialistes ont estimé que la présence de ces petits morceaux de chaux dans le béton était néfaste en supposant qu'elle rendait les bâtiments moins résistants. Mais des chercheurs ont découvert que ces petits éclats aidaient en réalité le béton à se réparer de lui-même. J'aimerais pouvoir me réparer aussi facilement. Ils ont remarqué que lorsque le béton se lézardait, il semblait magiquement remplir ses fissures d'une substance appelée carbonate de calcium, présente dans les clastes de chaux. Les Romains fabriquèrent leur béton en mélangeant du sable, des cendres volcaniques et de la chaux brûlée, puis en ajoutant de l'eau. Cela s'appelle
le mélange à chaud. Lorsque l'eau et la chaux entrent en contact, ils produisent une réaction chimique qui fait que le mélange devient très chaud, jusqu'à 90 degrés. Cela provoque également la formation de ces minuscules morceaux de chaux. Maintenant, ce béton peut se fissurer, et lorsque de l'eau, de pluie ou de mer s'y infiltre, elle fait dissoudre le calcium dans le béton. Celui-ci se colle alors aux fissures et les referme. Un peu comme une croûte sur un bobo. Bien sûr, les chercheurs ont dû éprouver cette méthode, et ils ont donc fabriqué du mortier comme le faisaient les Romains. Peu de temps après, ils l'ont fissuré ici et là. Ils ont placé ce mortier fissuré sous l'eau, et après 1 à 3 semaines, les fissures avaient disparu. Inutile de dire que cela ne s'est pas du tout produit avec le béton fabriqué selon les méthodes modernes. Les Romains ne connaissaient pas la science qui se cache derrière la fabrication de leurs robustes mortiers, mais ils ont trouvé la bonne recette à force d'expérimentation sur une très longue période. Des archives anciennes montrent qu'ils ont employé cette recette pour construire des structures solides, notamment pour leurs navires, et ont continué à l'utiliser une fois qu'ils ont constaté son efficacité. Tous les bâtiments romains ne sont pas parvenus au XXIe siècle en parfait état. Le Colisée, par exemple, l'une des constructions romaines les plus célèbres au monde, était presque 2 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a subi beaucoup de dommages au fil des siècles, pour finalement atteindre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un bâtiment assez ancien. Sa construction a commencé en l'an 70 sous le règne de l'empereur Vespasien. Avant qu'il ne lance la célèbre marque de scooter qui porte désormais son nom. Tu sais, les Vespa? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, depuis son inauguration, le Colisée a accueilli de nombreux événements, mettant en vedette les supplices des gladiators, ton largue eventel d'animaux exotiques aux quels ont donné l'occasion de déjeuner tous ensemble. Malheureusement, tout a commencé à se dégrader en 217, quand un incendie a frappé les hauts parapets et une grande partie de l'intérieur du bâtiment. Il aura fallu tout un siècle pour terminer de réparer ces dommages. Tristement, la forme initiale du Colisée sera perdue à jamais. Un fort tremblement de terre s'en est suivi, et ça n'a pas aidé non plus. Ce dernier s'est produit dans le sud de l'Italie en 443. À ce moment-là, une partie considérable de l'enceinte extérieure du Colisée a été endommagée. Puis bien vite, lorsque les habitants ont commencé à rencontrer des difficultés, ils ont dû compter sur la vente de morceaux de marbre de l'ancien Colisée pour s'en sortir. Un autre tremblement de terre a eu lieu en 1349, qui a porté le coup le plus dévastateur au Colisée. C'est à ce moment-là que le côté sud du bâtiment s'est totalement effondré. Il a alors commencé à ressembler davantage au bâtiment que nous pouvons aujourd'hui admirer dans la capitale italienne. Tout n'est pas si mal, cependant. Certaines pierres qui avaient été ébranlées du Colisée ont été utilisées pour reconstruire d'autres monuments célèbres de Rome. Donc, d'une certaine façon, la partie manquante du Colisée ne manque pas du tout. Elle a juste été recyclée, dans toute la ville. Un des bâtiments qui présente des morceaux de pierre de l'ancien Colisée n'est autre que le Palazzo Venezia, un musée local. En parlant de bâtiments étranges, tu as probablement déjà vu celui-ci, car c'est l'un des endroits les plus photographiés au monde. Tu peux voir en ligne des photos de personnes s'appuyant dessus, ou d'autres qui font ressembler le bâtiment à un cornet glacé. Ce célèbre monument italien est, l'as-tu deviné? Oui, la tour de Pise, et on dirait qu'elle est à 2 doigts de se répandre sur le sol. Si tu veux un jour la visiter, tu devras te rendre dans la ville italienne du même nom, près de la place des Miracles. Étrangement, ce bâtiment est plus célèbre pour son inclinaison gênante que pour son histoire ou sa fonction. En 1178, alors que la construction de la tour n'était pas encore achevée, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait déjà à pencher, et c'était avant même qu'on ait atteint le 3e étage. Ils ont rapidement compris que ça n'avait rien à voir avec les plans du bâtiment ou les matériaux utilisés. Tout cela se produisait en raison du sol meuble et mouvant qui se trouvait sous la construction. De nos jours, nous savons que placer un bâtiment sur un sol composé d'argile, de sable fin et de sédiments n'est pas la meilleure idée. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment déterminer cela avant de construire quoi que ce soit. Avançons rapidement de quelques siècles, et il est devenu clair que cette tour de 55 mètres n'est pas seulement penchée. Elle tombe, et à un rythme considérable, de 2 mm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplie ça par des centaines d'années. Et, eh bien, regarde simplement les photos et tu comprendras.
Cette tour penchée instable est aujourd'hui inclinée de près de 5 mètres par rapport à son axe. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas complètement écroulée? Eh bien, principalement à cause de la physique. Son centre de gravité continue d'être situé dans la base de la structure, donc elle est plutôt bien ancrée. Elle est aussi constamment surveillée par les autorités locales pour s'assurer de préserver ce bâtiment unique aussi longtemps que possible. Le Panthéon est un autre très bon exemple de la façon dont les Romains comprenaient l'architecture. Il est également situé à Rome et a été initialement construit pour faire office de temple. La construction elle-même a été faite de mortiers de différentes épaisseurs et possède également une forme intéressante. À l'époque, les Romains croyaient que la terre était un disque qui était couverte par un ciel en forme de voûte. Donc, ils ont modélé le Panthéon en suivant cette idée. La lumière entrait dans le temple au travers d'un trou dans le dôme, se reflétant sur le sol et les murs, et montrant la course du soleil. C'est également l'un des monuments romains antiques les mieux conservés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux autres bâtiments aient été conçus pour lui ressembler. Rien qu'aux États-Unis, le Capitole, le Jefferson Memorial et la National Gallery de Washington sont tous censés avoir été inspirés par cette construction antique. Le célèbre peintre Michel-Ange était si impressionné par ce monument qu'il croyait qu'une force surnaturelle avait dû présider à sa construction. L'endroit où il se trouve est également très particulier en raison de l'histoire qu'il recèle. Selon la légende, c'est de cet endroit précis que le fondateur de Rome, Romulus, se serait élevé à dos d'aigle jusqu'au rang de Dieu. Un peu comme Gandalf en somme. Non? Bon, sur ce, je file. Les scientifiques ont récemment découvert des vestiges comparables à l'Atlantide, près de l'Australie. Autrefois, un continent entier se trouvait là, désormais submergé. Voici son histoire. Il y a environ 70 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, une vaste masse terrestre appelée Saül existait dans le sud-ouest de l'océan Pacifique. Cet ancien supercontinent connectait ce que nous connaissons aujourd'hui sous les noms d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Tasmanie et des îles Aru, formant une immense étendue de terre continue. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes entourées de majestueuses montagnes. Les plus hautes montagnes de Saül se trouvaient dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée et atteignaient des sommets de plus de 3900 mètres. Ce lieu exceptionnel abritait une diversité d'animaux uniques, principalement des marsupiaux. Mais il n'y avait pas que des koalas et des kangourous. Saül hébergeait divers types de brouteurs, fouisseurs, charognards et prédateurs. On y trouvait le gigantesque diprotodon, le redoutable chasseur qu'était le thylacoleo, et le terrifiant mégalania, une créature bien plus grande que la plupart des lézards vivants aujourd'hui. Ce territoire était tout à fait singulier, car, tandis que le reste du monde était peuplé d'animaux placentaires comme les loups, les éléphants et les humains, Saül ne comptait parmi ces mammifères classiques que des chauves-souris et des rongeurs. Toutefois, ces différentes régions présentèrent des écosystèmes variés. Les régions de Timor, d'Arafura et de Carpentaria étaient hautes et couvertes de savanes et de forêts sèches, rappelant un peu l'Australie moderne avec ses déserts arides, ses broussailles, ses steppes et ses forêts tempérées le long de la côte est. À cette époque, les humains migraient à travers le globe. Ils ont entrepris un voyage extraordinaire depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'à Saül, et y sont parvenus pour la première fois il y a 60 à 45 000 ans. Ils voyageaient principalement à pied et traversèrent la mer à l'aide de radeaux en bambou et de bateaux rudimentaires. Ils provenaient de l'ancien plateau continental de Sunda, qui englobait des parties de l'Asie du Sud-Est. En traversant une série d'îles connues sous le nom de Wallacea, ils se sont finalement répandus à travers le Saül. Et ce n'était pas un petit périple. Le Saül était immense, s'étendant sur environ 10,6 millions de kilomètres carrés, soit une superficie plus grande que celle des États-Unis ou du Canada. Il s'étirait de l'équateur jusqu'à la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Ainsi, en arrivant dans ce qui est aujourd'hui l'Australie, ces voyageurs devinrent les premiers habitants de cette terre. Les scientifiques estiment que le Saül comptait alors environ 500 000 habitants. Nous avons aussi découvert des peintures rupestres datant d'environ 40 000 ans, qui représentaient des scènes de chasse au buffle nain ou à Noah, face à des figures humaines et animales. Les chercheurs s'efforcent de comprendre comment ces premiers colons se déplaçaient à travers le Saül et où trouver des traces archéologiques de leur voyage. Pour ce faire, ils ont créé un modèle informatique de l'évolution du paysage. Cette simulation a montré les transformations du Saül entre 75 et 35 000 ans, révélant des routes migratoires potentielles et des sites archéologiques. Les hommes se déplaçaient probablement le long des côtes et des rivières,
Mais comment le Saül a-t-il été submergé, à l'image de la mythique Atlantide? Durant la dernière période glaciaire, une grande partie de l'eau terrestre était emprisonnée dans d'immenses calottes glaciaires, faisant ainsi baisser le niveau de la mer. Par la suite, avec l'augmentation des températures mondiales, ces calottes ont fondu et le niveau de la mer a monté d'autant, submergeant les ponts terrestres qui reliaient les différentes parties du Saül. Il y a environ 8000 ans, la Nouvelle-Guinée s'est séparée de l'Australie continentale. Puis, il y a environ 6000 ans, ce fut au tour de la Tasmanie. Mais grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons encore explorer les parties submergées du Saül. Les plongeurs explorent et collectent des échantillons directement depuis le fond de l'océan, et les drones sous-marins peuvent atteindre des zones trop profondes ou dangereuses pour les humains. Grâce à la cartographie par sonar, les scientifiques utilisent les ondes sonores pour dresser des cartes du fond marin, un peu comme utiliser un écho permettant de voir sous l'eau. Les ondes rebondissent sur le fond marin et reviennent à l'envoyeur, aidant ainsi à composer une image des environs. Dans les profondeurs sous-marines, les archéologues ont trouvé des outils en pierre et d'autres artefacts. Ils ont également découvert des fossiles d'animaux tels que le diprotodon et le thylacoleo. En étudiant le terrain submergé de Saül, ils ont mis en évidence l'existence de rivières, de lacs et de côtes datant de la période glaciaire. Mais pour autant, Saül n'est pas le seul continent submergé au monde. Ce n'est même pas le seul trésor caché de l'Asie du Sud-Est. Prenez le Sundaland, une région composée de Sumatra, Java, Bornéo et quelques autres îles. Cet endroit était gigantesque durant l'ère glaciaire, mais aujourd'hui, il est presque entièrement submergé. Presque, mais pas totalement. Les parties émergées grouillent encore de vie. Si vous aimez les oiseaux, visitez donc cet endroit. Il abrite près d'1/5 des espèces d'oiseaux du monde. On peut y apercevoir des oiseaux colorés comme l'aigle de Java et les tourneaux de Bali au sein des forêts luxuriantes. C'est aussi le foyer d'un quart des espèces de poissons de la Terre. Les eaux du Sundaland sont un havre pour la vie marine, même pour les plus exotiques, comme les arowanas asiatiques. C'est aussi une véritable mine d'or en matière de fleurs. C'est là que l'on peut trouver la Rafflesia et le titan Arum, les plus grandes fleurs au monde. Cela la rend très similaire au continent de Zélandia. Il s'agit d'une longue et étroite bande de terre, mesurant la moitié de la taille de l'Australie et qui s'est détachée de l'Antarctique il y a environ 100 millions d'années. Tout comme le Sundaland, elle n'est pas entièrement submergée. 7% de sa surface reste au-dessus du niveau de la mer. Ce fragment émergé est ce que nous appelons aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'île Stewart et quelques petites îles. Ces morceaux de Zélandia sont tempérés et luxuriants. Ils regorgent de volcans, de chaînes de montagnes, de magnifiques geysers naturels et de sources chaudes. Les Maoris utilisent ces dernières pour cuisiner. Ils placent du maïs, des œufs et des légumes dans des paniers et les plongent directement dans les sources thermales. Parfois, ils cuisinent également dans un four creusé et rempli de pierres chauffées. Un autre monde perdu est connu sous le nom d'Argoland. Cette mystérieuse masse terrestre faisait autrefois partie de l'Australie, à l'époque des dinosaures, et elle a intrigué les scientifiques pendant des décennies. On soupçonnait son existence car il a laissé une immense étendue sur les fonds marins, la plaine abyssale d'Argo. Il y a environ 155 millions d'années, l'Argolan s'est détaché de l'Australie et a dérivé vers le nord. Puis, lorsqu'il a atteint l'Asie du Sud-Est, il a tout simplement disparu. Les scientifiques n'avaient aucune idée de l'endroit où il avait pu passer. Mais récemment, ils ont finalement retrouvé sa trace. Il se trouve que les parties inférieures du malheureux Argoland ont commencé à sombrer dans la fosse de la sonde, un abîme océanique terriblement profond. La croûte terrestre a coulé dans le manteau, et pendant ce temps, les parties supérieures d'Argolan ont été poussées vers le haut, intégrant des roches plus jeunes à la surface. À cause de cela, Argolan s'est disloqué en plusieurs fragments plus petits. Ces derniers ont formé des parties de Bornéo, Java, Célèbes et d'autres régions. Le reste est profondément enfoui sous l'Indonésie et la Birmanie. Imaginez une masse terrestre colossale de la taille du Groenland, le Grand Adria. Son voyage a débuté il y a environ 240 millions d'années lorsqu'il s'est détaché du supercontinent de Gondwana. Il a commencé à dériver vers le nord et après 100 millions d'années passées dans des mers chaudes, il a soudainement percuté l'Europe avant de se fragmenter. La plupart de ces morceaux ont été entraînés profondément dans le manteau terrestre, mais certains ont été arrachés et sont devenus partie intégrante de chaînes montagneuses comme celle des Alpes.
Aujourd'hui, les vestiges du Grand Adria sont dispersés dans plus de 30 pays, de l'Espagne jusqu'à l'Iran. C'est pourquoi ils sont si difficiles à localiser. Les Seychelles faisaient également partie de Gondwana. Et oui, ces îles idylliques reposent sur les vestiges de l'ancien continent. Nous en avons d'ailleurs appris beaucoup grâce à ces fascinants affleurements granitiques. C'est Alfred Wegener qui a suggéré la dérive des continents il y a près d'un siècle, mais personne ne le croyait à l'époque. Et ces affleurements l'ont aidé à prouver que les plaques tectoniques se déplaçaient réellement. Les Seychelles se sont séparées de l'Inde et de Madagascar, et sont finalement devenus un archipel solitaire dans l'océan Indien. Cela s'est probablement produit à cause de l'activité volcanique intense des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les îles abritent des espèces uniques, tant sur Terre que dans les récifs coralliens environnants. Le microcontinent de Mauritia s'est détaché de l'Inde après l'extinction des dinosaures. Au cours de son voyage, il s'est étiré pour prendre une forme de ruban, avant de se fragmenter. Aujourd'hui, ces fragments sont éparpillés sous l'océan Indien. Les scientifiques ont découvert cette terre perdue en étudiant de minuscules cristaux anciens appelés zircons. Ces zircons sont pareils à des capsules temporelles. Ils remontent à une période antédiluvienne, pouvant aller de 660 millions à 2 milliards d'années, bien plus anciens que l'île Maurice elle-même. Ces cristaux anciens ont suggéré l'existence d'une autre Atlantide quelque part à proximité. Il semble qu'il y ait des continents engloutis un peu partout dans le monde. Et peut-être en découvrirons-nous encore beaucoup d'autres à l'avenir. Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale autrefois grandiose pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte, qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï
qui se promèneraient dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer. Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public. Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès. Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019, les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des triopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent.
se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru, mais selon toute vraisemblance, c'est le vent qui transporte leurs œufs jusque-là. Avez-vous déjà vu des balles de cricket âgées de 3 milliards d'années? Les sphères de Klerksdorp, découvertes dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ont secoué la communauté scientifique. Elles ressemblent en effet à de petites balles de cricket anciennes, avec des lignes similaires à des coutures autour du milieu. Dans les années 80, certains ont prétendu que ces sphères avaient été fabriquées par une civilisation antédiluvienne dont nous ignorions tout. Un conservateur de musée a même raconté qu'elles tournaient d'elles-mêmes dans leurs vitrines. Et une émission de télévision a également invité un voyant qui affirmait que ces sphères étaient les fragments d'un ancien vaisseau spatial. Mais selon les géologues, ces sphères sont en fait des concrétions assez courantes, ou des objets sphériques formés à partir de minéraux différents de ceux de la roche environnante. Ces lignes semblables à des coutures ne sont que les empreintes des couches de la roche d'origine accumulées au fil du temps. Les sphères de Klerksdorp présentent différentes formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques distincts. Concernant l'épisode où l'une de ces sphères aurait tourné d'elle-même, le conservateur du musée de Klerksdorp a également apporté une clarification. Il a expliqué que lorsqu'il avait placé l'une des sphères en vitrine lors de la visite d'un journaliste, cette dernière avait légèrement pivoté en raison de sa forme. De plus, la région où se trouve le musée subit fréquemment des secousses dues aux activités minières à proximité. Les empreintes de pas humanoïdes les plus anciennes pourraient n'en pas dater de 6 millions d'années. Elles ont été découvertes sur l'île de Crète en 2002. Si cette datation est correcte, cela signifierait que les ancêtres des premiers humains auraient pu migrer entre l'Europe et l'Afrique beaucoup plus tôt que nous ne le pensions auparavant. Cela ne remet pas en cause l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, mais pourrait simplement prouver que nos ancêtres primitifs se déplaçaient déjà entre les continents. Certains chercheurs pensent que ces empreintes auraient été laissées par une créature bipède, possiblement liée à un ancêtre humain surnommé El Greco. D'après les scientifiques qui les ont étudiées, ces empreintes présentent une forme très similaire à celle de l'homme, avec 5 orteils et un gros orteil parallèle. Toutefois, certains demeurent sceptiques et suggèrent que ces empreintes appartiendraient plutôt à un singe européen tardif. Une nouvelle étude a analysé des micro-organismes marins fossilisés dans les roches sédimentaires pour dater ces empreintes et confirmer qu'elles remontent effectivement à 6 millions d'années. La prochaine découverte fascinante qui captive les scientifiques est le pod de Dorchester. Ce récipient de métal, magnifiquement façonné, est orné de motifs géométriques élaborés en argent. Découvert à Dorchester, quelle surprise, en 1852, dans des circonstances plutôt inhabituelles, le pot s'est brisé en 2 morceaux lors d'une puissante explosion. Les scientifiques pensent qu'il était à l'origine encastré dans une roche ou un bloc connu sous le nom de poudingue. La roche d'où provient le pot de Dorchester date d'environ 500 millions d'années, ce qui pourrait indiquer que le pot lui-même est tout aussi ancien. Toutefois, la théorie actuelle, et bien moins excitante, suggère que le pot de Dorchester ne serait qu'un bougeoir de l'époque victorienne. Ces objets étaient très en vogue à l'époque. Il n'est donc guère surprenant de retrouver un article aussi sophistiqué de cette période. Le pot de Dorchester appartient à la catégorie des objets manufacturés incongrus. Ce sont des objets qui semblent bien trop avancés pour l'époque à laquelle ils sont censés appartenir. Si nous acceptons que le pot ait 500 millions d'années, cela signifie que son créateur était très en avance sur son temps en termes d'artisanat et de technologie. Un mystère supplémentaire est que le pot porte la gravure d'une plante probablement disparue de la Terre il y a plus de 100 000 ans, renforçant l'hypothèse de son incroyable ancienneté. Enfin, il semble que la plus ancienne carte d'Europe soit une pierre vieille de 4000 ans. Cette dalle de l'âge du bronze, découverte en France en 1900 dans un ancien cimetière, présente des gravures représentant en 3 dimensions le réseau du fleuve Odet, et ce avec une précision remarquable d'environ 80% sur une distance de 29 km. Il existe d'autres cartes gravées dans la pierre à travers le monde, mais celle-ci est unique, car elle représente une zone spécifique à l'échelle. Les gravures de la dalle ne cartographient pas seulement les rivières et les collines, mais aussi les peuplements, les tumulus et les systèmes agraires. Les archéologues affirment que cette dalle n'était pas utilisée pour se repérer, mais plutôt pour symboliser un certain pouvoir. Les marques détaillées qui s'y trouvent
aurait pu servir à représenter le domaine de la tribu dominante afin d'illustrer son contrôle sur le territoire. Lorsque leur chef a perdu le pouvoir, cette dalle a probablement été réutilisée comme partie d'une chambre funéraire. Cet artefact unique était conservé dans la cave d'un musée et pendant des décennies, il est resté inaperçu jusqu'à ce que plusieurs chercheurs, en lisant d'anciens rapports à son sujet, décident de l'examiner. Ils ont mené une analyse détaillée en utilisant des techniques 3D. Leurs recherches ont ainsi prouvé que les créateurs de cette dalle avaient non seulement gravé des lignes dans la roche, mais aussi modifié sa surface pour refléter avec une grande précision la topographie du paysage. Le cube de Salzbourg, également connu sous le nom de fer de Wolfsegg, a été découvert à la fin du 19e siècle en Autriche. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car il ne ressemble pas du tout à un cube. C'est plutôt un objet arrondi avec deux côtés plats. Au milieu se trouve une rainure, et sa surface est couverte de fossettes et de cratères. Cette apparence unique a conduit beaucoup de monde à penser qu'il pourrait s'agir d'un objet extraterrestre. Des ouvriers ont accidentellement découvert cet artefact en faisant éclater une veine de charbon estimée à plus de 60 millions d'années. Le cube de Salzbourg a été déplacé entre différents musées, a mystérieusement disparu au début du XXe siècle, puis a finalement réapparu. Un professeur de l'université de Bonn a suggéré qu'il pourrait provenir d'une météorite. Cependant, aucune trace d'éléments normalement présents dans les météorites, comme le cobalt ou le nickel, n'a été trouvée. Les chercheurs ont ensuite pensé qu'il pouvait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme, un bougeoir de l'époque victorienne, qui sait. Personne ne connaît la véritable histoire de ce cube, pas plus que son emplacement actuel. Et oui, il a de nouveau disparu. Avez-vous entendu parler de l'empreinte de Meister ? Il s'agit d'une empreinte de sandales fossilisées découverte en 1968 qui a suscité énormément d'intrigues. Un trilobite se trouve à l'intérieur de l'empreinte. Or, ces créatures sont censées avoir disparu environ 500 millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cependant, de nombreux historiens pensent que cette datation est exagérée. Lorsque Meister a découvert le fossile, celui-ci a été authentifié. Toutefois, le scientifique qui a procédé à cette authentification n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'une empreinte de sandales humaines. Il a seulement reconnu la présence d'un trilobite. Un autre scientifique, en visitant le site, a découvert une empreinte de 15 cm qu'il pensait être celle d'un mocassin d'enfant, bien que ses chaussures aient semblé neuves. Alors, pourrait-il s'agir d'une trace de voyage temporel, d'un signe que les humains existaient des millions d'années plus tôt que nous ne le pensions, ou d'une preuve que quelqu'un d'autre a visité notre Terre primitive ? Ou peut-être est-ce simplement une formation rocheuse qui ressemble à une trace de sandales ? Toutes ces questions demeurent sans réponse. En juin 1936, un couple se promenait le long de Red Creek à London, au Texas, lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un morceau de bois émergeant d'une ancienne formation rocheuse. Environ 10 ans plus tard, leur fils curieux décida de briser la roche pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il découvrit alors un marteau qui semblait étonnamment moderne. Par la suite, un passionné d'objets insolites estima que la roche enveloppant le marteau datait de la période du Crétacé. Cela signifierait que quelqu'un aurait laissé tomber un marteau du 19e siècle à une époque où des dinosaures comme le Triceratops étaient encore présents sur Terre. Si ce marteau datait réellement du Crétacé, cela remettrait en cause toute la théorie de l'évolution. Mais si ce marteau était moderne, cela signifierait que la formation rocheuse d'où il provenait était beaucoup plus récente que nous ne le pensions. La réponse était en réalité bien plus simple. Le marteau était effectivement moderne, et des processus géologiques l'avaient emprisonné dans la roche. Les minéraux peuvent se solidifier autour d'un objet en relativement peu de temps. Ainsi, ce marteau avait probablement été perdu par un mineur environ un siècle plus tôt, et la roche s'était formée autour de lui par la suite. Et non, ce n'était pas non plus un bougeoir de l'ère victorienne. Le Canada est connu pour ses montagnes enneigées, ses immenses forêts, ses lacs, ses habitants chaleureux et son délicieux sirop d'érable. Eh bien, on peut ajouter une autre chose à la liste. On y trouve la plus ancienne eau du monde. En 2016, des chercheurs ont foré à une profondeur de 3 km et ont trouvé une ancienne poche d'eau dans la mine de Kidd, en Ontario. Cette eau serait âgée d'au moins 2 milliards d'années. Cette eau se trouvait dans l'une des cavernes les plus profondes du sol canadien, qui compte plus de 3 millions de kilomètres carrés. Géologiquement, c'est l'un des plus grands boucliers continentaux du monde. La région subit une très faible activité tectonique, ce qui explique peut-être pourquoi cette eau est restée intacte aussi longtemps.
Des scientifiques ont analysé cette eau et y ont trouvé des gaz dissous d'hélium, d'argon, de xénon et de néon. Il y avait même des traces de microbes datant de plusieurs milliards d'années. Il s'agit d'une découverte importante, qui permet aux scientifiques de remonter le temps jusque très loin. Si l'on peut trouver de l'eau pouvant accueillir la vie à plusieurs kilomètres sous la Terre, il est possible de trouver la même chose sur d'autres planètes comme Mars, Saturne et les lunes de Jupiter. Le point Nemo est le point le plus éloigné de toutes les terres. On l'appelle aussi point océanique d'inaccessibilité. Il est si éloigné de la Terre que les humains qui s'en approchent le plus sont en fait les astronautes. La Station spatiale internationale tourne autour de la Terre à une distance d'environ 400 km, alors que l'endroit habité sur Terre le plus proche du point Nemo se trouve à plus de 2687 km, et ce, quelle que soit la direction. Comme son nom officiel est un peu long, il a été surnommé Point Nemo en référence au capitaine Nemo de 20 000 lieues sous les mers. Nemo signifie « personne » en latin, ce qui convient parfaitement à cette région du globe. La forêt tordue se trouve à Gryfino, en Pologne. Il s'agit d'un groupe d'environ 400 pins au tronc courbé qui ont été plantés dans les années 30. Ils penchent vers le nord à un angle de 90 degrés à partir de la base de l'arbre, puis font demi-tour pour finir par remonter droit vers le ciel. Ces étranges courbes mesurent de 90 cm à 2,70 m, mais les arbres sont en bonne santé et beaucoup atteignent même près de 15 mètres de hauteur. Ces pins tordus sont entourés d'une plus grande forêt de pins tout à fait normaux. Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle ils sont tordus ainsi. Les théories concernant cette étrange croissance vont des conditions météorologiques à l'intervention humaine, mais personne n'est vraiment sûr. La rivière Hamza est l'une des plus longues et des plus larges rivières au monde et elle se trouve juste au-dessous du fleuve Amazone. À une profondeur de 4 km, cette rivière coule à peine plus vite qu'un filet d'eau par rapport au fleuve gigantesque qui la surplombe. L'Amazone se déverse dans l'Atlantique à raison d'un débit d'environ 133 millions de litres par seconde, tandis que l'Hamza ne parvient qu'à 3,8 millions de litres par seconde. De longueur à peu près égale à celle de l'Amazone, soit environ 6000 km, c'est sa largeur qui a stupéfié le monde scientifique. Elle mesure entre 200 et 400 km, alors que l'Amazone atteint 100 km de large au maximum. La grotte des cristaux a été découverte en 2000 lorsque des mineurs ont drainé l'eau d'une mine de zinc dans l'état de Chihuahua au Mexique. On a alors découvert une grotte enchanteresse remplie de cristaux de gypse colossaux qui mesuraient plus de 10 mètres de long et presque 1 mètre de large. Ils étaient si purs que les scientifiques étaient incapables de déterminer leur âge. Mais les chercheurs pensent avoir découvert un échantillon de bactéries vieilles de 50 000 ans à l'intérieur de l'un de ces cristaux. Également connu sous le nom de rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales est l'une des merveilles naturelles de Colombie. C'est un ensemble de chutes d'eau, de bassins et de cavernes, mais la rivière elle-même est la véritable star. Chaque année, entre juin et novembre, la rivière hypnotise ses spectateurs avec des nuances de jaune, vert, bleu, noir et rouge, créant un véritable arc-en-ciel liquide. Ce phénomène est dû à une plante rouge qui pousse dans la rivière. Les autres couleurs viennent des roches noires, des algues vertes, de l'eau cristalline et du sable jaune. Les couleurs changent chaque année en raison de la croissance de la plante, due aux précipitations, à la température et à la lumière du soleil. Le reste de l'année, cette rivière est juste verte. Des scientifiques d'Hawaï ont découvert que les algues rouges produisent des sons dans l'eau située autour des récifs coralliens. On pensait que ce bruit provenait des crevettes jusqu'à ce que les chercheurs fassent le lien avec la présence d'algues et se mettent à observer des bulles. Lorsque ces algues utilisent la photosynthèse pour se nourrir, elles produisent de minuscules bulles qui s'accumulent sur leur surface. Lorsque ces bulles se détachent, elles émettent un son. Les récifs peuvent être étouffés s'ils sont recouverts par trop d'algues. Le fait de découvrir que la photosynthèse produit un son pourrait aider à la préservation des récifs, car les algues pourraient fournir une alerte précoce aux scientifiques afin qu'ils puissent empêcher l'envahissement des zones vulnérables. Après les fortes pluies et l'activité sismique qui ont frappé la vallée du Grand Rift au Kenya en mars 2018, une faille s'est ouverte sur le sol, mesurant plusieurs kilomètres de long et plus de 15 mètres de large à certains endroits. Concrètement, elle a déchiré l'Afrique en deux. L'Afrique repose sur deux plaques continentales, la nubienne et la somalienne. Avec l'activité du manteau terrestre, ces plaques s'écartent les unes des autres et cela crée d'énormes failles que nous voyons parfois à la surface. Il faudra des millions d'années pour que cet immense continent soit réellement coupé en deux. Mais lorsqu'il le sera, un nouvel océan sera créé.
L'eucalyptus deglupta, qui pousse dans les forêts tropicales d'Indonésie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines, semble tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film fantastique. Pouvant atteindre la hauteur de 76 mètres dans son environnement d'origine, cet arbre unique en son genre a une écorce qui présente des stries vertes, bleues, oranges, violettes et rouges. Lorsque les bandes d'écorce se détachent, les couleurs de l'arbre changent et l'écorce interne vert vif est révélée. Au large de l'île Maurice, dans l'océan Indien, il y a une vue spectaculaire qui vaut vraiment la peine de faire un tour en avion. Ce qui ressemble à une chute d'eau sous-marine est en fait du sable provenant des côtes qui est poussé par les courants océaniques depuis une plateforme côtière et qui tombe dans les profondeurs de l'océan à l'extrémité sud de l'île. Les fonds marins situés autour des îles atteignent généralement 8 à 150 mètres de profondeur, mais ici, ce creux descend sur plusieurs kilomètres, créant l'illusion d'une cascade. Ce plateau océanique n'existait pas il y a quelques millions d'années et il est apparu assez récemment. Les arbres marcheurs de l'Amazonie représentent l'une des manières les plus singulières utilisées par les plantes pour se déplacer et atteindre l'endroit parfait afin de se développer. Ils laissent leurs nouvelles racines remplacer les anciennes, marchant littéralement à la recherche de plus de lumière. Au fur et à mesure que ces nouvelles racines s'enfoncent dans le sol, l'arbre se penche vers elles et abandonne lentement ses anciennes. Ce voyage vers un meilleur endroit peut prendre du temps, car ces arbres ne se déplacent que de 2 cm par jour, ce qui fait quand même plusieurs mètres par an. Tu imagines ça dans ton jardin? Tu plantes un arbre là, et l'année d'après, il est tout là-bas. Dans le sud du Costa Rica, 300 boules de pierre sont disséminées dans la forêt. Certaines pèsent autant qu'une boule de bowling, mais d'autres peuvent peser jusqu'à 15 tonnes. Leur utilité et la façon dont elles ont été créées nous échappent encore. Découvertes dans les années 30, beaucoup d'entre elles ont été déplacées et transportées dans le monde entier. Ce n'est que dans les années 70 que l'on a commencé à préserver le site. Si ces pierres restent un mystère, les archéologues savent qu'elles sont faites de granodiorite, une roche semblable au granit. Si elles ont été sculptées par une quelconque civilisation, leur forme sphérique quasi parfaite a dû être obtenue par burinage au moyen de petites pierres. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est un endroit qui semble appartenir à une autre planète. Avec ses bassins de lave, ses sources chaudes couleur fluo et ses vastes étendues de sel, elle enregistre une température moyenne annuelle de 34,4 degrés Celsius. Des gaz toxiques couvrent la région car ses sources chaudes sont remplies d'acide. Pire encore, elle ne reçoit pas plus de 10 cm de précipitations annuelles. C'est aussi l'un des endroits les plus bas de la planète, à 125 mètres sous le niveau de la mer. Pas étonnant que ce soit l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète. La plus grande découverte accidentelle que j'ai faite de ma vie était un billet de 10 € retrouvé dans ma vieille veste d'hiver. Certaines personnes ont plus de chance, cependant. Elles découvrent des villes souterraines datant de plusieurs siècles, ou font des inventions qui les transforment en millionnaires. Le velcro est né d'une simple balade en forêt. Les cornflakes de Kellogg's ont été inspirés par une dent cassée, et la pâte Play-Doh a sauvé un empire commercial de la faillite par pur hasard. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams a fait une étrange découverte qui ressemblait à une prise électrique émergeant du sol. En creusant autour, il a remarqué qu'elle était encastrée dans un petit rocher. Cette découverte a eu lieu dans une zone rurale d'Amérique du Nord, loin de toute zone urbaine ou industrielle, de tout aéroport et de toute installation électrique. Cette pièce électronique encastrée dans un solide bloc de granit a été baptisée Enigmalith et est évaluée à 500 000 $. Certains scientifiques sont sceptiques quant à son authenticité, la considérant plus comme un canular qu'un artefact laissé par des visiteurs extraterrestres, comme le soutient Williams. Toutefois, le découvreur de cette roche est déterminé à prouver qu'il s'agit bien d'un vestige technologique, peut-être même d'une vraie prise. Si ce n'est pas un canular, cette petite découverte pourrait constituer une preuve que les humains, ou une autre civilisation du passé, étaient bien plus avancés que nous ne l'avions imaginé. Ils auraient ainsi pu trouver un moyen d'acheminer l'électricité bien avant les humains du 19e siècle. Williams a invité les scientifiques à examiner sa découverte sans endommager la roche pour déterminer sa véritable nature, mais personne ne s'est porté volontaire. Williams a consulté un ingénieur et un géologue, qui ont tous deux confirmé qu'il n'y avait aucune trace de colle sur le composant électronique. Il n'a pas non plus été soudé, ce qui indique qu'il est aussi vieux que la roche elle-même, datée d'environ 100 000 ans selon une analyse géologique. Le docteur John Kellogg avait une philosophie axée sur un mode de vie biologique, comprenant de l'exercice régulier, des massages, beaucoup d'eau,
l'abandon des mauvaises habitudes, peu de caféine et pas du tout de viande. À la fin du 19e siècle, il a pris la direction d'un institut de santé dans le Michigan. Il a un jour concocté un mélange de farine, d'avoine et de semoule de maïs. Convaincu que la cuisson des grains entiers à haute température les rendrait plus digestes et plus sains, il a cuit le mélange 2 fois. Initialement, il en avait fait des biscuits, mais un patient s'est cassé les dents dessus. Ensuite, il a décidé de les briser en petits morceaux. Il est difficile de déterminer exactement comment les cornflakes de Kellogg's sont nés, car il existe de nombreuses versions de l'histoire. La femme de Kellogg, Ella, ainsi que son frère Will, prétendent tous deux avoir joué un rôle dans la création des fameux flocons, tout comme plusieurs autres membres de la famille et du personnel de l'établissement. La légende de la compagnie voudrait qu'un jour de 1898, de la pâte de céréales à base de blé ait été laissée de côté trop longtemps, fermentant au cours du processus. Lorsqu'elle a été finement étalée, la pâte légèrement moisie s'est transformée en ces parfaits, grands et fins flocons qui sont devenus croustillants et délicieux au four. Au fil des années, Will Kellogg a continué à modifier la recette et a réalisé que le maïs, et non le blé, produisait des flocons encore plus croustillants et savoureux. Sa marque, Kellogg's Corn Flakes, est devenue une entreprise à plusieurs milliards de dollars. Un jour, l'ingénieur suisse Georges de Mestral est allé se promener avec son chien et est revenu avec un concept qui s'avérerait plus tard révolutionnaire. En rentrant de forêt, de Mestral a remarqué que son pantalon et la fourrure de son chien étaient couverts des petites pointes de xanthium. Il a examiné les barbes sous un microscope et a remarqué qu'elles s'apparentaient à de minuscules crochets qui se fixaient aux boucles des vêtements et de la fourrure. Déterminé à reproduire cette technologie naturelle, il a entrepris de concevoir un système d'attache extrêmement solide, aux multiples applications pratiques. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation avec différents matériaux, il a finalement opté pour le nylon. De plus, il a dû mettre au point un métier à tisser spécial capable de tisser des fibres dans les bonnes tailles, formes et densités. Après 14 années de travail acharné, de Mestral a finalement présenté au monde le velcro, dérivé des mots velours et crochet. Bien qu'il ait espéré que son invention remplacerait les fermetures éclairs, l'industrie de la mode l'a initialement perçue comme bas de gamme et peu attrayante. La NASA a toutefois reconnu son potentiel et commencé à l'utiliser dans les combinaisons spatiales et les casques des astronautes dans les années 1960. Aujourd'hui, le velcro est omniprésent, avec une multitude d'applications, des chaussures aux jouets en passant par les coussins des sièges d'avion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, le chauffage au charbon était la norme dans la plupart des foyers, laissant de la suie qui s'incrustait partout dans la maison, en particulier sur les papiers peints. Kuttol Products était le principal fournisseur de nettoyants pour papier peint de l'époque. Cependant, dans les années 1950, de plus en plus de gens ont adopté le gaz, le pétrole et l'électricité comme source de chauffage, ce qui a largement résolu le problème de toute cette suie. Le propriétaire de Kuttol Products essayait désespérément de sauver son entreprise. Pendant ce temps, sa belle-sœur, qui était institutrice en maternelle, a lu qu'un nettoyant pour papier peint pouvait être utilisé pour fabriquer des décorations. La pâte à modeler traditionnelle était trop difficile à manipuler pour ses élèves. C'est ainsi qu'elle a décidé d'expérimenter avec ce matériau. Et ça a très bien fonctionné. Elle a partagé sa découverte avec ses proches et a proposé un nom pour ce nouveau produit. Play-Doh. Avec la société Kuttol au bord de la faillite, c'était l'opportunité idéale pour une reconversion. Rapidement, des grands magasins comme Macy's et Marshall Field ont montré de l'intérêt pour ce nouveau jouet et ont commencé à le distribuer. Au début, la Play-Doh n'existait qu'en blanc, mais elle a rapidement été déclinée en rouge, bleu et jaune. Ils ont apporté plusieurs modifications à la recette originale, mais la composition de base reste largement la même que celle utilisée pour nettoyer le papier peint. Une légende urbaine affirme que si vous prenez toute la pâte à modeler Play-Doh jamais produite et la faites passer dans leur machine, vous obtiendrez un serpent assez long pour enrouler la planète 300 fois. Un Turc rénovait sa maison lorsqu'il a abattu une cloison de sa cave à coups de masse. À sa grande surprise, il a découvert un tunnel caché derrière le mur qui conduisait à une ancienne ville souterraine. Ce tunnel conduisait vers d'autres passages, des salles et des chambres. Cela s'est avéré être un complexe souterrain entier de 18 étages, dépourvu d'habitants et depuis longtemps abandonné. C'était la cité de Derinkuyu, conçue il y a des milliers d'années pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes.
Quiconque l'a construite a fait preuve d'une grande maîtrise, car creuser des tunnels dans cette roche tendre présente des risques d'effondrement considérables. Aucun des étages de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. La ville était équipée d'un système de ventilation sophistiqué, comprenant plus de 15 000 puits d'aération. Les niveaux supérieurs bénéficièrent de la meilleure ventilation et étaient réservés aux chambres et aux espaces de vie. Les niveaux inférieurs servaient principalement au stockage, mais comportaient également des oubliettes. Entre les deux se trouvèrent des espaces dédiés au bétail, une école, un couvent et de petites églises. John Martin, un professeur de sylviculture, se promenait une nuit dans une forêt du Wisconsin. Il utilisait une lampe torche à UV pour repérer les lichens, les champignons, les plantes et les grenouilles qui brillent sous cette lumière. Soudain, il a entendu un écureuil volant couiner près d'une mangeoire à oiseaux. Il a braqué sa lampe torche sur l'animal et l'a vu se teinter de rose. Le professeur en a discuté avec son collègue et ils ont décidé d'approfondir leurs recherches. Ils ont examiné les peaux d'écureuils volants conservés dans des musées pour déterminer si cette lueur rose était un phénomène courant. Il s'est avéré que presque tous les spécimens d'écureuils volants qu'ils ont examinés présentaient cette fluorescence. En revanche, les écureuils ordinaires n'en présentaient aucune. D'autres animaux fluorescents, comme les macareux et les caméléons, émettent une lueur bleutée sous la lumière UV. Les seuls autres mammifères avec une fourrure fluorescente sont une vingtaine d'espèces d'opossums. Ils habitent divers écosystèmes et ont des régimes alimentaires différents. La seule chose qu'ils aient en commun avec les écureuils volants est qu'ils sont nocturnes, alors que les autres écureuils préfèrent la lumière du jour. Il est possible que la lueur rose ait une fonction liée à la perception et au repérage nocturne des écureuils volants, surtout dans des environnements froids et enneigés où la lumière UV est plus abondante. Une autre hypothèse est qu'elle pourrait servir de moyen aux écureuils mâles d'attirer des partenaires potentiels. Il est également envisageable qu'il s'agisse d'une forme de mimétisme. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient de lourds bracelets de la taille d'un beignet, des boucles d'oreilles géantes et des colliers sertis de perles et de pierres. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils trouvaient la force de supporter le poids de tous ces bijoux. Ils ont aussi inventé les perruques. Certains anciens Égyptiens n'avaient probablement pas envie de se coiffer tous les matins. Il suffisait donc de se raser la tête, d'enfiler une perruque et d'arriver au travail à l'heure. Certaines perruques contenaient d'ailleurs aussi des bijoux. La plupart des vêtements égyptiens étaient en lin, ce qui n'est pas surprenant vu les températures qui règnent là-bas. Mais même s'ils portaient des vêtements assez simples, leurs bijoux devaient être voyants. Riche ou non, un grand collier était indispensable. S'ils voulaient faire tourner les têtes, ils devaient être en or, mais les métaux moins coûteux étaient aussi populaires. Regarde de plus près ces peintures égyptiennes. Tu vois ces cônes aux formes étranges qui sortent de la tête des personnages ? Ce cône était fait d'un mélange de cire et d'huile. Et il était censé fondre sous l'effet de la chaleur du corps, afin de répandre des huiles odorantes partout. Cléopâtre avait un maquillage caractéristique au niveau des yeux, et les Égyptiens ont probablement été les premiers à inventer le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la bouse de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne sentait probablement pas si bon que ça, mais au moins c'était plus sûr que les eyeliners toxiques au plomb que les gens ont ensuite utilisés. Tout était naturel. Les Grecs anciens ont piqué quelques idées de style à leurs voisins égyptiens, mais ils portaient des habits en laine, beaucoup plus chauds. Leurs vêtements n'étaient pas disponibles dans beaucoup de couleurs, ils étaient blancs la plupart du temps. Mais si quelqu'un voulait vraiment porter une tenue colorée, il devait l'atteindre lui-même avec des insectes. Ce n'est pas seulement un truc du passé. Chaque fois que tu manges un bonbon enrobé de sucre, souviens-toi qu'une partie du colorant pourrait provenir de scarabées. C'est la même chose pour ton rouge à lèvres d'ailleurs. Si tu étais un Grec ancien riche, tu pouvais acheter du coton. De là à savoir si tu es aussi élégant qu'un noble Grec ancien avec ton t-shirt en coton, c'est une autre histoire. Tu prends probablement pour acquis cette étagère de chaussures que tu ne portes jamais. Mais pour un Grec ancien, les chaussures étaient un privilège. Il marchait la plupart du temps pieds nus. Tout comme les Égyptiens, les Grecs adoraient les perruques. Elles étaient principalement faites de cheveux naturels. Bien plus tard, au Moyen-Âge, les gens poudraient leurs perruques en essayant de leur donner une senteur de lavande ou d'orange. À cette époque, le savon n'existait pas vraiment.
Alors, une perruque poudrée était très pratique lorsque les gens avaient besoin de couvrir des odeurs indésirables. Les vêtements de la Rome antique étaient assez semblables à ceux portés en Grèce. Il y avait deux principaux types de vêtements, les toges et les tuniques. Les tuniques étaient portées par tout le monde, tandis que seuls les citoyens nobles pouvaient porter des toges par-dessus leurs tuniques. Les toges étaient extrêmement larges et pouvaient atteindre 5,50 mètres de long. Il était donc impossible de les enfiler sans l'aide de quelqu'un. Si tu n'étais pas le genre de femme qui aime faire la vaisselle, tu aurais aimé porter une robe avec des bliots. Il y a plusieurs siècles, les femmes portaient des vêtements aux manches ridiculement longues pour montrer à quel point elles étaient nobles. Imagine-toi en train de laver le sol avec 15 cm de manches supplémentaires. Même si ces manches limitaient beaucoup les mouvements, elles étaient très tendance dans la France médiévale. Il y a des centaines d'années, beaucoup d'Européens portaient des chaussures que l'on trouverait aujourd'hui ridicules. Ces chaussures avaient une caractéristique unique, des bouts pointus extrêmement longs. Plus la personne était noble, plus les pointes étaient longues. Mais si elles étaient trop longues, elles commençaient à s'affaisser. Alors, les gens les rembourraient avec de la mousse ou même du crin de cheval, ce qui les faisait ressembler à d'énormes becs. À l'époque, les femmes avaient aussi leur mode. Par exemple, elles se rasaient les sourcils. Le front était le trait du visage à la mode à l'époque, et elles voulaient qu'il se démarque. En Angleterre aussi, certaines modes de l'époque sembleraient déroutantes aujourd'hui. De nos jours, les gens sont capables de dépenser des milliers d'euros pour rendre leur sourire parfait, blanc et brillant. Mais à l'époque de l'Angleterre des Tudors, les femmes noircissaient artificiellement leurs dents pour paraître riches. Le sucre était difficile à trouver et seuls les plus riches pouvaient se le permettre. On croyait donc que plus on était riche, plus on pouvait manger de sucre et plus les dents devenaient noires. Si tu as déjà de fausses dents noires et que tu veux adopter le style Tudor jusqu'au bout, essaye ce look. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes remplissaient leurs manches de coton, de laine et de sciure de bois. Il s'agissait en fait de faux muscles, comme ce t-shirt que tu peux aujourd'hui te procurer pour aller sous ton costume de Superman. Plus les manches étaient rembourrées, plus tu avais l'air fort. Certains hommes rembourraient la zone de leur mollet et même leur ventre, juste pour avoir l'air plus musclé. Maintenant, ajoute une collerette autour de ton cou, soutenue par un corset en métal pour que tout soit bien serré. Et voilà, tu es un vrai Tudor. Si tu étais né à Venise au XVIe siècle, il te fallait des chopines. Ces chaussures à l'aspect inconfortable ont été créées pour marcher dans la boue, mais la vraie raison pour laquelle elles sont devenues populaires, c'est l'Instagram vénitien d'il y a 500 ans. Les chaussures te faisaient paraître plus grand. Or, plus tu étais grand, plus tu étais important. Les fashionistas de l'époque faisaient peindre des portraits d'elles-mêmes alors qu'elles portaient ces chaussures. Déjà à l'époque, il fallait rendre ses amies jalouses. Le macaroni n'est pas seulement le meilleur ami du fromage. C'est aussi une façon de s'habiller qui signifiait que tu avais une sacrée classe. Si tu veux adopter le style macaroni, voici ce qu'il faut faire. Vivre au milieu du XVIIIe siècle, avoir une perruque d'une taille extrêmement exagérée, avec un tout petit chapeau et une plume sur le dessus, porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures, porter un pantalon le plus serré possible. Idéalement, il devait ressembler à un legging. Mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Complète le tout avec une canne de marche. Et maintenant, prépare-toi à ce qu'on se moque de toi pendant les prochaines décennies, voire les prochains siècles. Au XIXe siècle, les choses ne sont pas devenues moins excentriques. Les robes à volants excessivement larges étaient à la mode, mais malheureusement, elles prenaient feu souvent. Des tests ont révélé que ce type de robe pouvait être réduit en cendres en moins d'une minute. Les chaussettes étaient fabriquées avec de l'aniline, une matière qui pouvait être très nocive. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient du mercure pour coller la fourrure ensemble afin de fabriquer du feutre. Les personnes qui les portaient inhalaient donc des gaz toxiques en permanence. Un autre ingrédient toxique largement utilisé était l'arsenic. Dans l'Angleterre victorienne, les vêtements verts étaient obtenus par de longs traitements chimiques avec de grandes quantités de teinture toxique. Mais au moins, les robes vertes étaient extrêmement chères, donc seuls les riches y étaient exposés. Pour compléter le look, les stylistes recommandaient de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus en vogue à l'époque. L'acide sulfurique fonctionnait le mieux et pouvait rendre plus clairs même les cheveux les plus noirs. Donc, pour résumer, les gens se mettaient délibérément des toxines et du poison partout sur eux. Les femmes victoriennes portaient des robes qui les empêchaient quasiment de s'asseoir ou de marcher. Elles portaient de lourdes crinolines, en gros une cage qui faisait paraître leur robe plus grande,
et des corsets en métal avec un rembourrage en crin de cheval. Les hommes de l'époque victorienne n'étaient pas beaucoup mieux lotis. Ils épinglaient des cols amidonnés et indéformables à leurs chemises, et les choses pouvaient devenir assez sérieuses s'ils s'endormaient accidentellement en les portant. Nous sommes maintenant au 19e siècle aux États-Unis et ils utilisent aussi de l'arsenic dans leurs cosmétiques. Les fabricants promettaient que leurs produits aideraient à se débarrasser de toutes les imperfections du visage. La quantité d'arsenic qu'ils ajoutaient aidait effectivement à éclaircir la peau et à la rendre plus pâle. Mais les fruits et les légumes auraient fait le même travail sans être aussi nocifs. La crème radioactive ne semblait pas absurde au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes les rides et te faire paraître au moins 20 ans plus jeune. Mais la pire tendance de mode du début du XXe siècle était sans doute la jupe clopinante. Elle était conçue pour que tes jambes soient presque attachées ensemble. On pensait que cela les rendait plus fines. Et c'était aussi un excellent moyen de réduire les coûts en utilisant moins de tissu. Eh bien, que ne ferait-on pas pour être beau ? En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles, se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans. Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920. De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait 2 métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie. Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm König, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas.
Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits. Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropa, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse. Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Beigong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Beigong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés, témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxi-Calixtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte. Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, aucun n'a été identifié comme une preuve indéniable de contact précolombien. Ainsi, le mystère de l'origine de cette tête demeure irrésolu. En creusant une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers découvrirent un objet en forme de cale, désormais célèbre sous le nom de cale en aluminium d'Ayoud ou coin d'Ayoud. À côté, se trouvaient des os de mastodontes, ces ancêtres des éléphants qui vivaient il y a 11 000 ans, suggérant que la cale pourrait être du même âge. Ce qui est intéressant, c'est que ce coin est fait d'aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle.
La production d'aluminium nécessite une chaleur intense. De plus, la cale est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, indiquant qu'elle est là depuis des centaines d'années. Certains pensent qu'elle aurait pu tomber d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une supercherie, tandis que d'autres supposent qu'il pourrait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme pour un usage inconnu. Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus ? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans.
lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant. La voie du buffle d'eau. Au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question.
Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi ? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmitt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi, des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone, une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées
et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelées technosignatures, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmitt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmitt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie. Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le Rocher des Trois Baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait.
Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine Denticiter est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île Denticiter. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique. Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticiter et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses.
la découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. Les archéologues sont très réticents à ouvrir le site, car toute la zone est instable. Il pourrait y avoir quelque chose d'étonnant à l'intérieur, mais personne ne veut risquer de perdre un morceau d'histoire si étonnant. Bientôt, les chercheurs enverront de minuscules robots dans les tombes encore scellées pour avoir une meilleure idée de ce qui se trouve à l'intérieur. En attendant, les archéologues doivent attendre un peu plus longtemps pour en connaître les secrets. Dans le sud du Costa Rica, on a découvert une collection de mystérieuses sphères de pierre. Il y en a plus de 300 dispersées dans le paysage et certaines font presque 2 mètres de diamètre. Personne ne sait à quoi elles servent ni comment elles ont été créées. Ce que l'on sait, c'est que le matériau avec lequel elles ont été fabriquées est du gabbro, une roche volcanique. Il aurait fallu beaucoup de temps et d'efforts pour sculpter les pierres dans ces formes sphériques parfaites. Les chercheurs pensent qu'elles ont pu être fabriquées par une population aujourd'hui disparue qui n'aurait utilisé qu'à peine quelques outils. La théorie la plus crédible est qu'ils se sont servis de petites pierres pour ciseler les bords des rochers avant d'utiliser du sable pour lisser les faces. Certains pensent qu'elles ont une fonction astronomique ou même qu'elles ont servi de marqueur pour indiquer le chemin vers quelque chose, mais personne n'en sait davantage. Leur signification s'est perdue avec la civilisation qui les a créées. Au large de la pointe sud du Japon et à 120 km de Taïwan se trouve la formation de Yonaguni. Un plongeur local a remarqué ces formations pour la première fois en 1986, alors qu'il cherchait de nouveaux sites de plongée pour y emmener les touristes. En voyant les grandes marches qui ressemblaient à une pyramide, il a cru découvrir une ville sous-marine. Certains archéologues pensent que les structures pourraient être les signes d'une civilisation légendaire du Pacifique, comme l'Atlantide, qui a disparu sous les vagues il y a des milliers d'années. Il y a aussi des marques sur la pierre suggérant un travail d'excavation. Certaines personnes ont même affirmé que des motifs d'humains et d'animaux avaient été gravés dans la pierre. Rien de tout cela n'est cependant étayé par des preuves tangibles. La plupart des experts pensent que la formation est naturelle et que la symétrie des roches a été exagérée. Elles ne sont pas aussi droites que ce qui a été rapporté et il semble que ce soit de la roche solide et naturelle plutôt que des blocs sculptés. En d'autres termes, la ressemblance avec une civilisation engloutie ne serait qu'une coïncidence. En Turquie, les archéologues pensaient avoir trouvé la plus ancienne architecture connue au monde, âgée de plus de 10 000 ans, selon les experts. Trouvés dans une zone qui abritait d'anciennes communautés agricoles, ces monolithes, qui pouvaient atteindre 5,50 m de haut, étaient probablement utilisés au cours de grands événements ou de rituels. Mais on ne sait pas grand-chose sur ces monolithes. Ces grandes structures de pierre semblent avoir une forme humaine avec des motifs d'animaux sculptés. Tout près, des chercheurs ont trouvé des traces d'habitation, ce qui suggère que ces étonnants monuments pourraient avoir marqué le début de l'avancée vers la civilisation moderne. Les artefacts de Kimbaya sont parmi les plus intéressants jamais découverts. Le plus curieux, c'est qu'ils ressemblent à des avions modernes. Ils ont une forme tellement aérodynamique que les scientifiques modernes pensent qu'ils pourraient avoir servi de maquette pour un avion fonctionnel. En 1994, 2 ingénieurs aéronautiques ont créé des modèles à plus grande échelle de ces artefacts. Ils ont prouvé que les modèles volent bel et bien avec un peu d'aide de nos moteurs modernes. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces objets ont peut-être des milliers d'années d'avance sur le premier avion des frères Wright. Encore un des mystères fascinants de notre monde.